Depuis quelques années, la biodiversité calédonienne est devenue emblématique pour la création d'animaux de compagnie. À l'origine de cet engouement, les geckos calédoniens, qui sont aujourd'hui les plus vendus au monde. Ils sont devenus de véritables marques commerciales et se vendent à prix d'or sur le web. Et parmi les espèces les plus recherchées, on trouve notamment le gecko géant de l'île des Pins. Alors ce commerce peut-il faire disparaître les geckos de Nouvelle-Calédonie? Réponse avec Hervé Jourdan, chercheur à l'IRD, que nous allons retrouver au nord de l'île des Pins, en baie de Gadji. Bonjour Hervé. Bonjour Elisabeth. Tu vas bien? Ça va bien. Dis-moi Hervé, l'île des Pins est un lieu de convoitise pour les geckos. Et qu'est-ce qui se passe particulièrement ici à Gadji? Alors toute l'île des Pins, c'est vraiment la dernière frontière de la biodiversité en Calédonie, notamment pour ces geckos géants. Et ici à Gadji, on est sur des îlots qui sont un peu mystérieux. C'est des îlots qu'on n'a jamais visités, nous les scientifiques. Et là, on va avoir l'opportunité de pouvoir y aller grâce au soutien de la grande chefferie. Pour moi, c'est une grande émotion parce que c'est un endroit où je ne suis jamais allé et pour lequel il y a un fort espoir de voir ces animaux emblématiques, ces animaux exceptionnels. Et pour moi, c'est un honneur parce que du coup, je vais participer à ta première. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est un peu une chasse au trésor qu'on va vivre là. Une grosse chasse au trésor, oui. Surtout quand on sait ce que sont ces geckos à l'échelle mondiale. Ah oui, effectivement. Mais tu vas m'expliquer tout voir, ça. Jean-Marie, là. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hervé, bonjour Elisabeth. Bienvenue à Catch. Catch, c'est le nom de ce lieu, là, dans la baie de Gadji. Voilà, ferme-toi. D'accord. Merci beaucoup déjà de nous donner cette opportunité-là, d'avoir ton soutien et la grande chefferie pour aller sur l'îlot. C'est vraiment très, très chouette et moi, très, très, très heureux d'aller découvrir ce patrimoine avec vous. Alors on va aller sur quel îlot? Parce que dans la baie de Gadji, il y en a plein. Voilà, plein d'îles, l'îlot qui est en face, à votre droite là, puis voilà, le bateau est prêt, on va embarquer. Ok. Allez, c'est parti. On est à nous. Ok, merci Jean-Marie et Raphaël. Donc on vous appelle dès qu'on a trouvé les geckos pour que vous reveniez nous chercher. Ok, ça va. Vous ne nous oubliez pas. Allez, à tout à l'heure. Merci. Hervé, ça fait combien de temps que tu étudies les geckos? Alors ça va faire 30 ans en fait, c'est quand je suis arrivé en Calédonie, j'ai commencé à m'intéresser à ces animaux emblématiques. Et depuis, j'ai jamais cessé de les étudier. Et à quel moment tu t'es aperçu qu'il y avait un trafic sur ces espèces? Eh bien, c'est au début des années 2000. Je commençais à voir sur Internet des photos des geckos calédoniens un peu partout dans le monde, en République tchèque, aux États-Unis, en Angleterre. Et donc tout de suite, ça a posé une question, comment se fait-il que ces animaux peu connus en Calédonie étaient si populaires à l'extérieur? Et c'est là qu'on a commencé à se poser la question de l'accès à cette biodiversité. Les geckos, comme ils sont arboricoles, on les cherche plutôt sur la végétation, on les cherche sur les arbres de diamètre, un certain diamètre. Notamment pour les gens, il faut qu'il y ait des gros diamètres. Si la journée, en fait, ils sont à l'abri, ils restent au frais. Et par exemple, ça, c'est un abri qui peut être très intéressant pour un adulte, quoi, tu vois. Ils peuvent se mettre là. Bon, là, c'est pas le cas, mais en fait, ils aiment bien ce genre d'endroit pour passer la journée, quoi. Passer la journée tranquille. Peut-être dans ce type de cavité, c'est bien humide. La nuit, ils vont partir escalader les arbres. Ils vont aller chercher des fruits, ils vont aller chercher des petits oisillons, parce que ce sont des animaux qui sont des prédateurs. Les geckos géants sont des prédateurs d'oiseaux au nid. Après, tu vois, derrière, là, comme ça, là, on voit un peu qu'ils sont... Ça, c'est vraiment des abris diurnes, quoi, parce qu'ils vont sortir la nuit. Elisabeth, j'en ai... Oh, il y en a un, je l'ai... Hop, là, regarde. Mon Dieu. Alors, est-ce que c'est le gecko géant de l'île des Pins, celui-là? Effectivement, c'est un gecko géant, c'est un gecko de Leach. Il est magnifique. C'est un bel adulte. Donc déjà, un individu qui a cette taille-là, tu peux estimer qu'il a 10-15 ans. Ce sont des animaux qui peuvent vivre en captivité. On a des individus qui ont presque 40 ans. En fait, c'est vraiment des témoins de l'ancienneté du peuplement de la Calédonie. Ce qu'on dit souvent aussi, c'est qu'en Calédonie, on n'a pas de singes, mais on a des geckos. S'il y avait eu des primates, il n'y aurait plus de geckos, parce qu'en fait, ce sont des frugivores. Et en fait, ils occupent la même niche que les primates.
Et donc on aurait eu des primates, et ben on n'aurait plus de geckos. Et c'est un peu ça aussi l'originalité de la Calédonie, c'est d'avoir été longtemps isolé et avoir gardé des traces de l'histoire du vivant qui ont disparu ailleurs sur la Terre. On sait que dans les temps anciens, dans les fossiles, on a des geckos qui étaient plus grands mais qui ont disparu. Mais actuellement, c'est le plus grand gecko du monde. Alors ces animaux, on les trouve en vente sur Internet. Il suffit de taper, on a du réseau là, il suffit de taper gecko géant de l'île des Pins et on arrive sur un site où là, tu vois, j'en ai un, voilà, c'est lui. Exactement, voilà, c'est exactement le même. Alors celui-ci, il est dit que c'est un juvénile et qui est vendu à 1 350 €. Là, on a un autre site américain sur lequel on trouve des geckos qui vont de 20 $ à 20 000 $. C'est énorme, ça fait plus de 2 millions. Un animal comme ça, oui, je comprends que ça génère beaucoup de convoitises. On est aussi sur la création de la valeur, c'est qu'on est en train de faire des variétés particulières de geckos. Ils font des croisements et en fonction de la robe, ils vont donner de la valeur. Donc en fait, d'un animal qui est représentatif de notre biodiversité, on en fait un objet de commerce. Et un peu à l'image des chats et des chiens, c'est cette dérive un petit peu. On fait des lignées, comme on a des caniches et des dobermans, et bien on est en train de créer des lignées de reptiles à qui on va donner plus ou moins de valeur en fonction de la couleur. Il est interdit donc de sortir ces animaux de la Nouvelle-Calédonie, enfin de les capturer tout simplement. Alors comment ça se fait qu'il y en ait qui soient sur le commerce international ? Jusqu'au milieu des années 2000, il n'y avait pas de réglementation. Et donc, comme il y avait un trou de la réglementation, il y a des animaux qui sont sortis et qui ont été élevés, notamment aux États-Unis, en Allemagne, et qui ont commencé à être vendus. Mais aujourd'hui, ils sont complètement et strictement protégés en Calédonie depuis 2006, avec un texte du gouvernement qui interdisait l'export. Et maintenant, les 3 provinces, à partir de 2009, ont interdit la capture et la détention, même l'avoir ça chez soi, on n'est pas autorisé à les avoir. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on se trouve avec un marché qui est énorme à l'extérieur. Ils sont extrêmement populaires. Ce sont les geckos les plus vendus parmi les plus vendus au monde. Et ils sont originaires d'ici. Allez, tiens, est-ce que cette convoitise pourrait faire disparaître ces espèces de Nouvelle-Calédonie ? Ce sont des animaux qui vivent très longtemps. Et en fait, ce qui est catastrophique, c'est pas tant la perte des jeunes que la perte des adultes. Un couple de geckos qui vit 40 ans, il suffit que 2 fois au cours des 40 ans, ils se reproduisent, la population se maintient. Si on retire les adultes, et là, on a des risques de faire effondrer la population. Et c'est ça qui pourrait être dommageable. Et surtout, ce qui est valorisé, c'est le caractère de petites populations. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez d'un îlot à un autre, ils ont une couleur différente et ils pourraient avoir une valeur différente. Ah oui, c'est ça qui est recherché. Il y a certaines publicités, ayez un dinosaure chez vous. Donc on est très loin de la conservation. Comme un chien ou un chat. Comme un chien ou un chat, exactement. Oh là là. Bon, heureusement, ici, à l'île des Pins, beaucoup d'îlots sont interdits d'accès, donc c'est aussi une façon de protéger ces espèces. Accéder, de les laisser dans la nature, et finalement, c'est là où ils ont de la valeur. Et en Calédonie, c'est trop peu connu, finalement, par rapport à ce qu'on a à l'extérieur. Ils sont extrêmement populaires à l'extérieur, et si peu populaires chez nous, alors qu'ils sont vraiment exceptionnels. Mais ils sont exceptionnels dans leur naturalité, pas dans la valeur qu'on va leur donner. Si tu veux, je te le donne, tu le relâches ? On le relâche ? Tiens, je te donne ma lampe. Voilà. Oh, mais c'est tout doux. Voilà. Hop, alors, et je le libère sur l'arbre ? Allez, rentre chez toi et va faire des petits. Vas-y. Allez, voilà. Voilà, superbe. Et donc là, on voit bien un peu son côté cryptique, avec comme des lichens sur la peau. Savez-vous que le trafic d'espèces protégées est l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde ? On parle même de criminalité environnementale. Et la Nouvelle-Calédonie, en tant que haut lieu de la biodiversité, est une cible importante pour ce trafic. Alors comment lutter contre ce commerce illégal ? Ici, à Tontouta, les acteurs de l'aéroport international sont mobilisés. De l'accueil des passagers avec la compagnie aérienne Air Calin jusqu'à la frontière avec la douane chargée du contrôle. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Bonjour Yann. Bonjour Elisabeth et bienvenue
à l'aéroport international de Tontouta. Bien, merci. Alors Yann, la compagnie Air Calin est engagée dans une démarche de développement durable dont fait partie la protection de la biodiversité calédonienne. Tout à fait. Notre politique de développement durable, qui est axée sur comment réduire notre empreinte environnementale, a 4 engagements, que je te résume vite fait, qui sont la réduction de nos émissions carbone, la contribution à la compensation environnementale, la consommation durable et le sujet du jour, la contribution à la préservation de la biodiversité, notamment en Nouvelle-Calédonie. Alors vous êtes signataire de la Convention de Buckingham qui engage les compagnies aériennes à lutter contre le transport illégal des espèces menacées. Comment est-ce que ça se traduit au sein de la compagnie Air Calin? Alors en effet, en 2018, on a signé cette déclaration. Mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, le WWF a lancé une initiative auprès des acteurs du transport aérien, maritime, la messagerie, fret, pour pouvoir travailler concrètement contre ce fléau. On a rejoint cette initiative, bien sûr, et on a lancé des sessions de sensibilisation auprès des personnels de première ligne, que sont les personnels de l'escale et les personnels du fret. Oui, parce qu'en effet, quand on arrive dans un aéroport, le premier acteur avec lequel le passager est en contact, c'est le personnel de la compagnie. Alors, comment est-ce que ce personnel peut lutter contre le trafic des espèces menacées? Ce qui a été mis en avant lors de ces sessions de sensibilisation, on a bien mis en exergue les signaux d'alerte que pouvait détecter un agent auprès du comportement d'un passager ou d'un colis ou sur un bagage, quelque chose qui peut paraître un petit peu suspect. Comme par exemple Bon, je vais te prendre un exemple qui est un peu fort, mais un colis ou un bagage qui a une odeur un peu bizarre, c'est absolument pas normal. Donc tout de suite, ça va éveiller les soupçons. D'accord, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres petites techniques. Il y a plein, non, mais je ne peux pas tout te dire. Absolument. C'est normal, c'est normal. Alors concrètement, il y a un personnel d'escale qui détecte un comportement un petit peu inhabituel ou un bagage suspect. Qu'est-ce qu'il fait? Alors la consigne, elle est simple. Dès qu'il y a quelque chose d'anormal au niveau de l'enregistrement ou au niveau du fret, on fait appel à son supérieur pour pouvoir bien analyser le sujet et très rapidement, puisque c'est quelque chose de particulier, on va alerter les autorités compétentes, notamment la douane et le SIVA. Eh bien ça tombe bien parce que j'ai prévu d'aller rendre visite à la douane pour qu'elle m'explique tout ça. Mais c'est parfait. Merci Yann. Je te souhaite bonne continuation. Merci. Bonjour Hervé. Bonjour Elisabeth, bienvenue à l'aéroport de la Tontouta. Merci. Alors on le sait, Hervé, la douane elle est chargée du contrôle aux frontières et de la lutte contre les trafics criminels organisés comme celui de la drogue ou encore des armes. Mais ce qu'on sait moins, c'est que vous participez également à la lutte contre le trafic des espèces sauvages. Alors effectivement, ça fait partie des missions qui incombent à la douane, à l'administration. Il faut savoir que le trafic des espèces menacées est la 4e source de profit des organisations criminelles. En premier lieu, vous avez le trafic de stupéfiants, ensuite le trafic d'armes, le trafic de contrefaçon et vient le trafic des espèces menacées. Ah oui, donc c'est vraiment un trafic très important. Et juteux. Et juteux. Alors aujourd'hui, je suis venue avec un bagage pour voir un petit peu de quels moyens de contrôle vous disposez à la douane. Alors sur l'aéroport, on dispose de moyens non intrusifs de type rayon X. Nous allons voir comment on travaille avec ce type de matériel, mais ça travaille également sur de l'analyse de risque, du data mining, qui nous permettent d'analyser les comportements à risque et nous focaliser les services sur des personnes à contrôler sur ce type de trafic. D'accord. Alors la machine à rayon X, c'est la grosse machine qu'on voit derrière vous. C'est une machine qu'on trouve aussi bien en salle d'arrivée qu'au départ, mais au départ, elle est dans les coulisses, on ne la voit pas, mais tous les bagages y passent. Absolument, l'ensemble des bagages y passent et donc nous avons un œil exercé pour essayer d'analyser et de trouver à l'intérieur des bagages des marchandises qui pourraient nous intéresser, notamment des espèces en voie de disparition. D'accord, donc la machine elle est capable de détecter aussi bien de l'animal que du végétal. Exactement. Ok, vous me montrez ça? Allez, je vous accompagne. Je vous invite à poser votre valise sur le tapis roulant, Elisabeth, s'il vous plaît. Alors Elisabeth, est-ce que vous avez des marchandises à déclarer à la douane? Alors, j'ai quelque chose à déclarer, mais je ne vais pas vous le dire parce que j'aimerais que ce soit la machine qui découvre. C'est évidemment un objet interdit. Alors la machine, peut-être pas, mais l'opérateur qui est devant, certainement. Et là, manifestement, vous transportez une espèce protégée. Oh, regardez la qualité de l'image. On voit bien que vous avez un nautile et que vous devez le déclarer
à l'administration des douanes. Exact, exact. Je voyage avec un Nautil qu'on n'a ni le droit de prélever et encore moins de sortir du territoire, puisqu'elle est inscrite à la Convention de Washington ou la CITES. Exactement, donc on va vous signifier un procès-verbal et également déclarer la saisie de la marchandise. D'accord, très bien. On va procéder à l'ouverture de votre bagage. Ok. Vous pouvez l'avancer, s'il vous plaît? Et bien voilà l'objet du délit, Elisabeth, une coquille Nautil. En effet, alors la coquille de Nautil, vous me disiez tout à l'heure, Hervé, elle est inscrite à l'annexe 2 de la Convention de Washington. Comment ça marche et en quoi ça nous protège en Nouvelle-Calédonie? Alors pour évoquer ce sujet-là, je vous propose qu'un agent des douanes qui est spécialiste en Convention de Washington, qui est le référent pour l'ensemble de la direction régionale, vous explique et réponde à votre question. D'accord. OK? Vous voulez bien venir? Bonjour. Alors, bonjour. Alors, comment fonctionne la Convention de Washington, ou ce qu'on appelle aussi la CITES, et en quoi est-ce que ça protège la biodiversité calédonienne? Alors déjà, il faut savoir ce que la CITES veut dire. C'est la Convention on International Trade of Endangered Species. Donc c'est un terme anglais qui signifie que c'est une convention qui protège les espèces menacées ou en danger d'extinction, et cela à travers le monde. Il y a plus de 180 pays signataires. Ils sont là pour protéger justement la faune et la flore locales dans leur pays. Par exemple, ce coquillage, donc, qui est un nautil endémique à la Nouvelle-Calédonie. Donc là, vous avez le Nautilus macromphalus, donc c'est le nautil emblématique de la Nouvelle-Calédonie, on ne le trouve que dans nos eaux. Il fait partie d'un trafic, étant donné que c'est un souvenir que les gens aiment à ramener hors du territoire pour leurs amis ou pour leur collection personnelle. Donc ça, ce sont des prises récentes? Alors effectivement, elle date de la semaine dernière. C'est des constatations qui ont été faites par le service à l'exportation sur des vols à destination du Japon ou de l'Europe. Donc vous voyez des nautiles décorés pour certains, polis pour d'autres, du corail et puis Oh, ça c'est terrible. une tortue naturalisée. Une tortue, une toute jeune tortue. Une jeune hein. tortue, oui, exactement. Voilà, ça c'est vraiment terrible. Alors justement, concernant les animaux, est-ce que vous interceptez également des geckos de Nouvelle-Calédonie? Alors effectivement, ça arrive que ces services procèdent à la saisie d'animaux vivants, notamment les geckos, mais ils ne sont pas protégés par la Convention de Washington dans son annexe 2, mais protégés par la réglementation du Code de l'environnement provincial. D'accord. Donc là, il y a un travail en adéquation et en collaboration avec les gardes nature. Qu'est-ce que risquent les voyageurs? Alors que ce soit des trafiquants avérés ou des voyageurs maladroits ou mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils risquent? Concrètement, vous pouvez risquer déjà la saisie de la marchandise qu'on remettra dans son milieu naturel, même les coquilles nautiles qui sont vides, une amende douanière de plusieurs milliers de francs pacifiques, et dans des cas beaucoup plus graves de trafic organisé, ça sera des peines privatives de liberté avec une remise à l'autorité judiciaire. Et dans certains cas, même une interdiction de revenir sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est effectivement le cas en 2017 sur un dossier précédent où vous aviez des ressortissants japonais qui ont une interdiction du territoire. Aujourd'hui, on est à l'aéroport, mais vous êtes au port, vous êtes au colis postaux, vous êtes sur la route, vous êtes partout, mais vous ne travaillez pas seul. Vous travaillez bien sûr avec les collectivités, mais aussi avec les citoyens qui ont un rôle à jouer dans la veille éco-citoyenne. Effectivement, nous on appelle à la vigilance, donc forme d'éco-citoyen. C'est le bon geste de façon à préserver le territoire dans lequel on vit avec ses particularités et c'est important de pouvoir signaler ce type de comportement pour y mettre fin et déjouer les entreprises de fraude et les trafics organisés qui suscitent d'énormes convoitises sur le territoire calédonien. Le trafic d'espèces sauvages représente une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité dans le monde. La Nouvelle-Calédonie n'y échappe pas. Elle est menacée à la fois par le prélèvement d'espèces qui sont mises en vente sur le marché international, mais également par l'introduction d'espèces exotiques. Notre expert, Hubert Géraud du WWF, nous explique tout ça. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth.
Alors on vient de voir avec la douane l'importance de la vigilance citoyenne pour lutter contre le prélèvement d'espèces sauvages. Est-ce qu'on a en Nouvelle-Calédonie un exemple qui aurait marché pour faire cesser le trafic sur une espèce ? Bien oui. Revenons 20 ans en arrière, UVA. À l'époque, on estimait qu'il y avait une trentaine de jeunes perruches d'UVA qui étaient prélevées au nid et qui partaient par voilier pour être vendues à des collectionneurs. Les autorités coutumières et une association locale, l'association de sauvegarde de la perruche UVA, ont mobilisé toute la population et le trafic a complètement cessé. Résultat, en 20 ans, la population est passée de 600 individus à peu près à plusieurs milliers aujourd'hui, et on la trouve dans tous les jardins. Tu vas à Gossana, tu la vois partout sur les papayers. C'est vrai, c'est une belle histoire et qui montre l'importance que tout le monde se mobilise autour de ce sujet, parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme ou un douanier derrière chaque voyageur. Ah oui, tout à fait. Là, il y a une importance d'avoir toute une chaîne de mobilisation du citoyen au juge d'application des peines, avec les douaniers, avec le CIVAP, avec la gendarmerie, avec les gardes nature des provinces, mais aussi les acteurs du transport. L'OPT, par exemple, a un rôle par rapport aux colis postaux. Ça peut être également les réseaux associatifs, les autorités coutumières, comme à UVA. Et ça peut être comme ça tout un ensemble d'acteurs qui vont, comme des prestataires touristiques, avoir la possibilité d'intervenir et de passer une information pour stopper le trafic. En amont de tout ça, ces acteurs, ils ont quand même besoin d'avoir un certain niveau de connaissance pour être capables d'identifier les espèces. Ça peut être particulièrement difficile, vu la diversité végétale et animale calédonienne. Et donc, il faut des supports. Et il y a quelques années, l'ONG Noé Conservation a fait quelque chose de vraiment intéressant. Elle a produit ces fiches de reconnaissance des espèces de palmiers endémiques les plus menacées par le trafic. Et les a offertes, entre autres, à qui ? Aux douaniers, pour leur permettre de reconnaître une forme particulièrement intéressante à faire voyager, les graines, puisqu'il faut pouvoir distinguer une espèce de palmier d'une autre. Alors c'est très intéressant, d'autant qu'ici à l'aéroport de Tontouta, on a un jardin calédonien avec plein d'espèces endémiques, et je vois que l'espèce qui est sur cette fiche, le Kentyopsis oliviformis, est également dans ce jardin. Alors je vais te tester, Hubert. Est-ce que tu es capable de reconnaître le Kentyopsis oliviformis dans ce jardin ? Alors là, tu me poses une colle. Là, on a des chambéronia, donc ce ne sera pas ici. Je pense que c'est, en tout cas, le genre Kentyopsis. Ça va être parmi ceux-ci. Il y a 2 espèces de Kentyopsis présents, mais il est là, en tout cas. Oui, ça montre vraiment toute la difficulté à être pointu sur la connaissance des espèces pour être capable de les identifier. Oui, avoir les bons outils pour être capable de reconnaître. Et puis n'oublions pas que le trafic, c'est également dans l'autre sens. C'est-à-dire ce sont aussi des gens qui vont tenter illégalement d'introduire des espèces animales et végétales, qui peuvent être des compétitrices ou des prédatrices des espèces natives, que des espèces végétales qui peuvent être extrêmement envahissantes. Rappelle-toi la campagne Zigouillon Miconia. Oui, très bien. Voilà. Et puis d'autres plantes qui ne sont peut-être pas exotiques, envahissantes elles-mêmes, mais par contre qui vont porter des virus, des bactéries qui n'auront pas été contrôlées au CIVAP et qui vont être introduits et qui peuvent menacer la flore locale, mais aussi notre agriculture. Et puis, à l'instar de la quarantaine animale, eh bien, il y aurait un vrai pas en avant de mettre en place une quarantaine végétale qui permettrait d'offrir une autre opportunité aux Calédoniens qui souhaiteraient introduire illégalement et sans contrôle des nouvelles espèces végétales, de pouvoir les tester leur innocuité dans une quarantaine végétale. Alors justement, pour lutter contre ces introductions, nous avons à nos frontières de précieux alliés. Ce sont des agents du CIVAP, le service vétérinaire alimentaire et phytosanitaire. Et ce sont des agents un petit peu particuliers que je te propose d'aller rencontrer. Allons-y. Voilà, c'est bien. Assis. Voilà Hubert, je bien. te présente Osaka, qui est un agent du CIVAP, et son maître Angelo, qui lui aussi bien sûr est un agent du CIVAP. Bonjour Angelo. Bonjour. Bonjour Angelo. Alors Angelo, Osaka est un véritable agent qui est formé à détecter toutes les matières animales et végétales qui se sont dans les bagages des passagers. Alors comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il est dressé pour trouver ces matières? Donc quand les passagers ils passent, on passe avec le chien entre les passagers et le chien il renifle les bagages et dès qu'il trouve quelque chose, le chien il marque et le marquage il s'assoit. Et après on passe à la fouille.
Si vous voulez, on fait un essai. Ouais, ok, carrément, ouais. Bon, ben allons-y. Allez, La petite bleue? Allez, c'est la petite bleue et toi, sac noir. Zaka, là, mon chien. Allez, Zaka, allez, cherche. Allez, cherche. Allez, cherche. Allez, cherche. Yes. Ah, alors qu'est-ce qu'il a fait là? Il a mis un coup de patte sur le bagage. Il a mis un coup de patte, là, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose, donc il va s'asseoir. Donc maintenant, je vais le récompenser parce que, comme il a bien... C'est Il a épatant. marqué. Wow, c'est bien, Yes, Osaka. c'est Donc ça bien, veut dire ok. qu'il y a quelque chose dans ce Voilà. bagage. Là, on va passer à On va contrôle. vérifier. On va vérifier le Ok. bagage. Maintenant, on va faire le contrôle des bagages avec ma responsable. Donc on ouvre la valise que Osaka a marquée. Et en effet, on voit beaucoup de végétaux et Osaka a vraiment bien travaillé. Vraiment efficace. Hein. Ouais. Elle nous permet de faire énormément de détection, beaucoup plus que si on se basait sur notre propre ouverture régulière. Donc là, on a une prise qui est réelle, c'est une prise de ce matin. Et on peut voir que la personne n'a respecté aucune des interdictions. Donc on a des végétaux frais, des semences. On a même un contenant qui pourrait être trompeur, puisque c'est pour un médicament. Et en fait, à l'ouverture, on a un lot de semences. Ah oui, effectivement. Et en fait, tous ces produits-là, ils sont interdits. C'est des produits qui sont introduits et qui sont à risque sanitaire. Puisqu'une fois qu'on fait rentrer des produits qui n'ont pas été certifiés, on pourrait, par exemple, comme le cas de cette mangue, elle pourrait transporter des larves d'une mouche de type mouche des fruits orientale qu'on n'a pas sur le territoire. Donc c'est très important. Merci Osaka d'avoir bien travaillé pour protéger le territoire, puisque ces produits-là sont voués à destruction. Et en plus, une amende pour la personne qui n'a pas respecté, puisqu'elle n'a absolument pas déclaré ses produits. Au sein du CIVAP, vous avez, comme à la douane, une personne qui est référente pour tout ce qui concerne la réglementation, la Convention de Washington, la CITES. Donc c'est une personne qui est capable d'identifier donc toutes les espèces et surtout de savoir lesquelles sont autorisées ou pas à l'entrée, mais aussi à la sortie du territoire. Oui, c'est ça, tout à fait. Cette personne est capable de faire ce qu'on appelle l'identification. Donc elle est capable de dire si oui ou non il s'agit d'un produit CITES protégé par la Convention de Washington. Elle peut confisquer le produit et puis dresser un procès-verbal aussi. D'accord. Bon, tout ce dispositif est très rassurant, n'est-ce pas Hubert? Tout à fait d'accord. Et puis maintenant, moi, peut-être qu'il faut juste rappeler que déclarer ce qu'on rapporte, c'est une façon de préserver notre biodiversité. En effet, d'abord respecter les interdictions. Oui. Beaucoup de choses sont interdites pour protéger notre biodiversité et le niveau sanitaire du territoire. Et puis en effet, déclarer au moindre doute. Il y a beaucoup de choses qui sont acceptées aussi, mais ne pas oublier que c'est un effort commun pour Exactement. préserver cette biodiversité. Merci beaucoup. Merci.